Bonjour à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de censure et plus précisément de la censure des informations liées au test PCR. Comme toujours, nous nous basons sur la loi naturelle qui nous permet de discerner le bien du mal en utilisant notre intelligence. Dans les vidéos précédentes, nous avions vu que si l'on respecte la loi naturelle, la liberté d'expression est totale. Donc, essayer d'empêcher de l'information de circuler ou attaquer les personnes qui font circuler cette information est mal, quelle que soit cette information. Donc, avant de rentrer plus en détail sur ces informations sur les tests PCR, ce que l'on peut faire, c'est essayer de voir quelle est l'attitude des gouvernements et des médias grand public face aux informations que eux considèrent comme fausses ou trompeuses. Un bel exemple de ça peut être trouvé sur le site de l'événement 201. Donc cet événement qui a été organisé en partenariat avec le Forum économique et la fondation de Bill Gates s'est déroulé le 18 octobre 2019 à New York, donc quelques semaines seulement avant la crise du Covid-19. Donc cet exercice avait pour but de simuler une pandémie et de voir comment on pourrait prendre les mesures adéquates de manière à limiter les impacts sociétals et économiques d'une telle crise. Évidemment, on sait déjà que c'est une catastrophe, que ça n'a pas été appliqué de manière correcte. Mais ce qui nous intéresse véritablement ici, c'est plus la partie communication. Donc, comprendre comment ils proposaient de gérer justement les informations durant une telle crise. Pour cela, on peut aller dans la section vidéo du site où vous trouverez le segment 4 où les différents acteurs vont vous expliquer différentes actions qui peuvent être prises pour pouvoir limiter la propagation d'informations fausses ou trompeuses. Vous verrez que les actions peuvent être des actions simples, telles que le simple fait de supprimer de l'information de réseaux sociaux ou bien supprimer des informations sur un site web, mais ça peut aller jusqu'à l'arrêt complet d'Internet ou bien la mise en prison de ceux qui véhiculent des informations qui vont en dehors du narratif des gouvernements ou bien des organisations telles que l'OMS. Donc ce genre d'actions, évidemment, dans le cadre de la vidéo que je fais ici, sont des actions qui sont purement mauvaises. Vous voyez ici que garder la confiance de la population est extrêmement important. Donc ils doivent réussir à censurer sans alerter des personnes intelligentes. Et leur plus grande peur, c'est évidemment qu'à un moment donné, les informations fournies par les gouvernements ou par les organismes officiels ne soient pas justes et que les personnes intelligentes ou suffisamment intéressées s'en rendent compte et donc n'aient plus du tout confiance en toutes les informations ou en tout ce qui provient des gouvernements et des organismes qui tournent autour. Donc à présent, rentrons dans le vif du sujet et parlons des informations liées au test PCR. Pourquoi ces informations sont essentielles? C'est que depuis le début de cette crise, le test PCR est un des principaux outils utilisés pour détecter les cas positifs de Covid-19. C'est sur cette base que des gens sont mis en quarantaine et que des commerces sont fermés. Les médias utilisent les résultats de ces tests pour maintenir la population dans un état de peur et d'anxiété constant, comme nous pouvons le voir dans cet article de la RTBF où on vous rappelle le nombre de nouveaux cas détectés chaque jour, comme si c'était une information importante et essentielle. Les gouvernements, de leur côté, utilisent ces chiffres pour justifier toutes les mesures liberticides prises contre les populations. Petite remarque qui pourrait prêter à sourire si le contexte était différent, vous voyez sur le côté de cette page un des articles les plus populaires actuellement où vous recevez des conseils pour vous rendre aux toilettes. C'est encore un exemple du degré de stupidité et de bêtise atteint depuis le début de cette crise. Vous avez des soi-disant experts qui pour moi se rapprochent plus de charlatans, qui vous donnent
des recommandations toutes plus ridicules les unes que les autres, et la plupart du temps basées sur du vent ou une intuition. Maintenant, si on revient aux chiffres de cas positifs, il est important de comprendre d'où ils viennent. Pour en avoir une idée, il vous suffit d'aller sur le site de Sciensano dans le document reprenant la situation épidémiologique. Là, on vous indiquera que les cas positifs sont évalués à partir des résultats des tests antigènes et PCR. Petite remarque, provenant directement de ce document, vous voyez ici, il était indiqué les tests antigènes et PCR sont tous deux représentés. Si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu'il s'agit de deux tests distincts. Donc vous comprenez que ces chiffres ne sont pas exacts. On peut retrouver plusieurs résultats pour une même personne. Que peut-on dire de ces tests? Donc depuis le début, il y a une tentative claire des gouvernements de réduire au silence tous les discours ou informations qui remettent en doute l'interprétation qui est faite de ces tests. Ici, même les informations provenant de médecins ou de scientifiques sont censurées si elles ne collent pas au narratif des gouvernements. Il semble donc que de nombreux gouvernements ont décidé d'adopter une attitude autoritaire face à l'information. Dans l'événement 201, peut-être que cette attitude est préconisée, mais il est indiqué également que de fausses informations peuvent provenir des gouvernements eux-mêmes et que garder la confiance de la population en ses dirigeants est essentiel. Or, ici, en censurant les discours argumentés, les gouvernements sont en train de perdre la confiance d'une partie de plus en plus grande de la population, qui se donne la peine, elle, de s'informer en dehors des réseaux de propagande. Mais on peut se demander quelles sont ces informations censurées ou délibérément ignorées concernant les tests PCR. Parmi ces informations, on va retrouver les commentaires de l'inventeur de la technique PCR, Kary Mullis. Donc, si je vous montre ici la vidéo, dans cette vidéo, il explique que cette technique permet de créer une grosse quantité de quelque chose à partir d'une infime quantité de ce quelque chose, en l'amplifiant un certain nombre de fois. Dans le cas qui nous intéresse, ce quelque chose, c'est les traces d'ARN du présumé virus. Dans le cas des tests PCR, on va effectuer un certain nombre de cycles d'amplification et voir à partir de combien de cycles d'amplification on arrive à détecter des traces du virus. Dans cette vidéo, il fait référence à l'utilisation de cette technique pour détecter la présence du virus du sida. Et il insiste bien sur deux éléments. Le premier élément, c'est si vous effectuez suffisamment de cycles d'amplification sur un échantillon de départ, vous finirez toujours par trouver des traces de ce que vous cherchez. Deuxièmement, le fait de trouver des traces d'un virus n'indique en rien que ce virus est actif et que vous êtes contagieux ou que vous êtes malade. Pour lui, le problème principal de cette technique ne vient pas de son utilisation, mais de l'interprétation de ses résultats. Là, vous comprenez que cette information provenant directement de ce prix Nobel n'arrange pas trop les médias et les gouvernements qui essaient de passer dans l'inconscient collectif le fait que cas positif égale malade, égale personne infectée contagieuse, égale danger. Une autre information ignorée et pourtant capitale, c'est l'importance du nombre de cycles d'amplification. Car comme on vient de le dire, si l'on fait suffisamment de cycles d'amplification,
on finit toujours par trouver ce que l'on cherche. Actuellement, et même s'il existe différents tests PCR, il est communément admis que tant qu'on reste en dessous d'une vingtaine de cycles pour détecter les traces d'un virus, en général en dessous de 24, on peut considérer que la personne contient une grosse charge virale et est potentiellement infectieuse, sans certitude. Par contre, s'il faut plus de 30 cycles d'amplification pour détecter le virus, cela ne veut strictement plus rien dire. Eh bien, vous serez peut-être surpris d'apprendre que dans la plupart des pays, y compris la France, la Belgique et les États-Unis, on va allègrement jusqu'à 35 voire 40 cycles. Le document publié par Sciensano, Interprétation des tests PCR et infectiosité, indique que la situation en Belgique est assez opaque. En effet, il y a plusieurs laboratoires utilisant des tests PCR différents avec un nombre d'amplifications qui lui aussi est variable. Il est intéressant dans cet article de remarquer qu'il est explicitement indiqué que ces tests ne permettent pas de dire si une personne est infectieuse ou pas lorsque le résultat du laboratoire indique cas positif. Dans la situation actuelle, on ne peut même pas avoir une idée de la charge virale, car les laboratoires ne transmettent pas cette information. On ne sait pas non plus faire la distinction entre des infections récentes et des infections passées. Je trouve que une des phrases dans la conclusion reflète exactement la stratégie adoptée par les différents gouvernements, car elle indique clairement, en l'absence d'informations cliniques, une personne avec un PCR positif sera considérée comme infectieuse, soi-disant mesure préventive. Vous comprenez facilement pourquoi cela est extrêmement problématique, vu les mesures qui sont prises par les différents gouvernements face à un test positif qui potentiellement est sans aucune valeur. Dernière information que je présenterai ici concerne le point de l'isolation du virus, prétendument responsable de la maladie du Covid-19. De nombreux scientifiques, dont le docteur Judy Mikovits, indiquent qu'on n'a jamais réellement correctement isolé ce virus depuis une personne malade du Covid-19. Petit conseil, ne vous fiez pas uniquement à ce que dit Wikipédia sur la biographie de ceux qui vont à l'encontre des discours officiels. Prenez la peine d'écouter et de vérifier ce qu'ils disent. La partie concernant l'isolation du virus est un peu technique, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les chercheurs ont au départ essayé de repérer dans un échantillon d'une personne malade quelques brins d'ARN ressemblant à ceux de la famille du coronavirus. À partir de ces quelques éléments, environ 10%, ils ont déduit qu'il s'agissait du virus responsable de la maladie et l'ont reconstruit via un modèle mathématique. Donc en fait, les tests PCR pour Covid-19 se basent sur quelques séquences ARN d'un virus jamais réellement isolé. Là, j'imagine que vous pouvez avoir un doute et vous dire « Comment ça, ils n'ont pas isolé le virus? J'ai pourtant entendu dire le contraire. » Eh bien, il suffit d'aller sur le document du CDC qui se trouve sur le site du gouvernement américain. Donc ici, si on va à la page 2 de ce document, déjà, il y a une phrase qui est relativement intéressante, celle-ci, où il vous indique simplement que les résultats positifs
sont indicatifs d'une infection active au Covid-19, mais n'excluent pas les infections bactériennes ou co-infections avec d'autres virus. Donc, vous voyez qu'ici, on vous dit, c'est pour détecter le virus du Covid-19, mais peut-être aussi des éléments liés à des bactéries ou à d'autres co-infections. Ça, déjà, c'est un élément intéressant. Si on va à la page 39 de ce document, une autre phrase est relativement intéressante. C'est celle-ci, où ils vous disent aussi, le plus simplement du monde, que puisque aucun virus isolé du Covid-19 n'est actuellement disponible, eh bien, on utilise une alternative pour vérifier l'efficacité des tests PCR. Donc, je pense que cette information mérite d'être prise très au sérieux. Un autre élément, avant de finir cette partie-là, c'est que le processus d'amplification produit également des erreurs, ce qui accroît également les faux positifs. Au vu de ces quelques informations, on peut déjà sérieusement douter de l'usage qui est fait de ces tests et surtout du sens qu'on leur attribue. Certains se rappelleront la vidéo que je montre ici du président tanzanien au début de l'épidémie qui indiquait des tests positifs sur des papayes, des chèvres et autres joyeusetés. Récemment, des tests jamais utilisés semblent également revenir positifs de certains labos. N'oublions pas également que ces tests ont été approuvés uniquement car l'état d'urgence sanitaire a été déclaré un peu partout dans le monde. Ils n'ont jamais passé les protocoles standards de contrôle validant leur réelle efficacité pour l'usage qu'on leur donne actuellement. Malgré les informations et les réserves qu'on peut raisonnablement avoir face à ces tests, les médias de propagande nous disent que ces tests sont super efficaces et précis. Ils vont même jusqu'à prétendre que d'autres tests encore pires, comme les tests salivaires, présentent un quelconque intérêt. Si l'on va sur des sites comme l'AFP Factuel, on peut voir des phrases du genre « Les tests PCR sont trop sensibles, causant de nombreux faux positifs ». Ça, c'est tagué comme étant une information soi-disant fausse. Il précise dans cet article que le gouvernement fait la différence entre cas positifs et malades en hospitalisation. On sent la mauvaise foi à plein nez dans ce genre d'article. Car on se rend bien compte ici que ce n'est pas le nombre d'hospitalisations qui arriverait à terrifier la population et à la soumettre. Pour terminer cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, je dirais que nous sommes là en face d'une transgression pure de la loi. Non pas parce que les médias et les gouvernements propagent de l'information fausse et trompeuse, mais bien parce qu'ils censurent activement et attaquent via représailles ceux qui proposent un narratif différent. Comme je le répète à chaque fois, aller contre la loi a des conséquences toujours négatives. Vous vous rendez bien compte que censurer l'information liée aux tests permet au gouvernement de les utiliser de manière inadéquate contre une population relativement naïve et mal informée. Cette censure est donc un élément qui a directement conduit à la situation catastrophique que nous connaissons aujourd'hui au niveau économique et humain. Vous trouverez sous cette vidéo tous les liens que j'ai utilisés plus quelques autres. Sachez que jusqu'à présent l'information est toujours disponible et qu'il suffit d'aller la chercher. Si à l'heure actuelle vous adhérez toujours au discours officiel, il se peut que votre perception du monde change lorsque vous aurez parcouru ces différentes informations. Je vous encourage toujours à aller vérifier l'information par vous-même,
surtout lorsque les droits et les libertés des êtres en dépendent. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.